Bonjour à toutes et à tous. Nous allons aujourd'hui explorer un chapitre fascinant de la physique atomique. On va s'intéresser au spectre lumineux et nous allons voir comment une simple lumière qui passe à travers un prisme peut nous révéler l'histoire fascinante des atomes. Voilà, donc on va commencer ce chapitre par d'abord définir ce qu'est un spectre. Tout simplement ici, lorsqu'on fait passer la lumière émise par une source à travers un prisme, on obtient ce qu'on appelle un spectre d'émission. Alors, si notre lumière est issue d'une lampe à incandescence, ou bien, par exemple, la source est le soleil, alors la lumière issue de cette source, au passage par un prisme, elle subit donc une double réfraction et donc enfin une dispersion. Ce qu'on obtient sur un écran s'appelle le spectre d'émission d'une lampe à incandescence ou une lampe ou bien le soleil par exemple. Alors, si par contre on utilise une lampe spectrale ou bien un gaz chaud qu'on chauffe avec des décharges électriques, eh bien celui-ci va émettre de la lumière. Cette lumière, au passage par un prisme, elle va subir donc pareil une double réfraction et par conséquent une dispersion et on va obtenir sur un écran un spectre pareil, mais celui-ci il est discontinu. Alors tous les deux ce sont des spectres d'émission. En revanche, on peut obtenir ce qu'on appelle un spectre d'absorption. Pour ce faire, donc, il suffit de faire passer la lumière issue d'une lampe à incandescence, donc d'une lumière blanche, ou bien une lumière issue du soleil. Celle-ci, en traversant un gaz froid et à faible pression, à la traversée de ce gaz, la lumière, au passage par un prisme, on va obtenir, pareil, un spectre lumineux qui contiendra cette fois-ci des cannelures noires, tout simplement une absence de lumière. Certaines radiations vont être absentes. Là aussi, on parle d'un spectre qui est discontinu. Alors, voyons maintenant comment va être le spectre continu d'une lumière blanche. Là, on voit donc toutes les couleurs sont présentes dans ce spectre continu. Pourquoi on dit qu'il est continu? Parce qu'il n'y a pas de limite entre une couleur et une autre. Le passage des couleurs s'effectue progressivement. On voit ici, par exemple, au passage du vert au jaune ou bien du jaune au rouge, ça se fait donc d'une manière très continue. C'est pour cette raison qu'on l'appelle un spectre continu. Alors, c'est le spectre continu de la lumière blanche. Je rappelle ici que toutes les radiations du spectre continu de la lumière blanche sont comprises entre 400 nanomètres et 800 nanomètres. Ça, c'est le spectre continu de la lumière blanche. Maintenant, nous allons voir un spectre discontinu qui est obtenu donc à la suite de l'excitation du gaz mercure. On obtient ici sur un fond noir quelques raies colorées, donc différentes, ainsi de suite. Alors par contre, si on effectue un spectre d'absorption, c'est-à-dire on irradie ou bien on envoie de la lumière sur du gaz mercure qui est à froid et sous faible pression, on va obtenir un spectre donc qui est lumineux, on voit ici, avec des cannelures noires. Alors, pareil, donc si on fait la même chose avec l'élément sodium, on va obtenir dans son spectre d'émission donc un doublet jaune, et dans son spectre d'absorption, on va obtenir deux cannelures noires exactement
qui se trouve à la même place que le doublet jaune. Et on peut voir ici que si on superpose ce spectre d'émission et le spectre d'absorption, on pourrait retrouver le spectre continu de la lumière blanche. Alors, les raies sombres d'un spectre d'absorption sont exactement aux mêmes longueurs d'onde que les raies brillantes du spectre d'émission du même gaz. Et puis, ces raies sont comme des empreintes digitales pour les atomes, c'est-à-dire chaque élément chimique est caractérisé par son spectre d'émission ou bien son spectre d'absorption. Alors, ici, donc, sur ce tableau, on a représenté donc le spectre d'émission de l'élément hydrogène. On voit ici qu'on a quelques raies, donc une raie rouge, une raie donc bleue, une autre raie qui est violet, une raie qui est indigo. Par contre, pour l'élément sodium, comme on a dit tout à l'heure, il est caractérisé par son doublet jaune. L'hélium, lui, par contre, il a d'autres raies. Donc on voit ici que on peut caractériser désormais chaque élément chimique par son spectre de raies, que ce soit le spectre de raies d'émission ou bien le spectre de raies d'absorption. Alors, bien sûr, ce phénomène a intrigué les physiciens de début du XXe siècle. Donc, ils cherchaient à expliquer pourquoi l'hydrogène, il avait son propre spectre, pourquoi le sodium, il a son propre spectre, pourquoi chaque élément chimique a son propre spectre d'émission. Et ils ne pouvaient pas trouver une explication à ça. Alors, à partir de là, donc plusieurs physiciens se sont penchés là-dessus. Parmi eux, Niels Bohr, c'est un physicien danois, lui, il s'est intéressé à l'élément hydrogène, qui était donc l'atome le plus simple, connaissant que l'atome d'hydrogène est constitué par un proton, autour duquel on a un seul électron qui gravite autour de autour du proton. Alors, Niels Bohr, il s'est basé un peu sur le modèle planétaire de Rutherford, et puis il a émis un certain nombre d'hypothèses pour expliquer cette histoire de spectre d'émission de l'atome d'hydrogène. Alors, la première hypothèse de Bohr, elle concerne l'électron. Celui-ci, en gravitant autour du proton, il ne peut occuper que certaines orbites bien déterminées, bien quantifiées. Il ne peut pas évoluer à n'importe quelle distance du proton. Donc, il va graviter suivant des orbites bien déterminées. Ça, c'est d'une part. La deuxième hypothèse de Bohr, c'est que quand cet électron gravite donc, sur l'orbite la plus basse, il ne rayonne pas, donc il ne produit pas de photons ni de lumière. Par contre, lorsque l'électron se trouve dans une orbite supérieure, il va donc émettre des photons lors d'une transition d'une orbite supérieure vers une orbite inférieure. Ou bien, s'il se trouve dans son état fondamental, il va absorber donc un photon pour passer d'un niveau plus bas vers un niveau plus haut. Donc ça, ce sont les hypothèses de Bohr. Et à chaque transition électronique, il va y avoir émission donc d'un photon. Alors, application donc à l'atome d'hydrogène avec le modèle de Bohr. Donc l'atome d'hydrogène donc possède un spectre très simple, donc des raies bien définies, comme celles qu'on a vues tout à l'heure. Ce sont des raies qui appartiennent au visible. Ce sont les raies de Balmer, c'est la série de Balmer. Il en a d'autres qu'on appelle la série de Lyman. La série de Lyman, elle est dans les ultraviolets. Par contre, il en a d'autres aussi dans l'infrarouge qu'on appelle la série de Paschen. Alors, l'atome d'hydrogène a des niveaux d'énergie bien déterminés. Elles sont quantifiées, elles sont discrètes. Les niveaux d'énergie de l'atome d'hydrogène sont, donc vérifie la relation suivante, En égale à moins 13,6 sur n au carré. Donc, avec cette énergie, cette expression est exprimée en électronvolts. N ici, c'est le numéro de l'orbite. C'est-à-dire quand l'orbite de la plus basse correspond à un nombre entier, n égale à 1. L'orbite qui vient juste supérieure, et donc elle va avoir un nombre n égal à 2.
ainsi de suite. Donc lorsque l'atome se trouve dans son état fondamental et donc l'électron se trouve dans l'orbite la plus basse, à ce moment-là, l'énergie est égale à moins 13,6 électronvolts. Lorsque l'électron évolue dans l'orbite numéro 2, donc il va être dans un état excité, il aura une énergie E2 égale à moins 13,6 sur 2 au carré sur 4, ce qui donne une énergie égale à moins 3,4 électronvolts. Une fois notre atome se trouve dans l'une des orbites supérieures, et donc l'électron va essayer donc de regagner son état stable. De retour à l'état stable, il va émettre automatiquement un photon. Ce photon aura une énergie quantifiée égale exactement à la différence des énergies. Par exemple ici, si l'atome est excité au niveau 2, et donc l'électron va occuper le niveau 2, donc il va être dans la deuxième orbite. À partir de là, donc c'est un état qui est instable. L'atome va essayer de se relaxer et donc de revenir vers son état fondamental. À ce moment-là, il va y avoir émission d'un photon. L'énergie de photon est égale à E2 moins E1 est égale à HC sur lambda, est égale à H fois nu. Et ainsi, on peut déterminer la longueur d'onde du rayonnement correspondant du rayonnement qui est émis. De la même manière, s'il est excité au niveau 3, c'est-à-dire il occupe la troisième orbite, là, donc de retour au niveau fondamental, toutes les possibilités existent, donc il peut faire une transition électronique du niveau E3 vers le niveau E2, ou ensuite du niveau E2 au niveau E3, ou bien du niveau E3 vers le niveau E1. Et donc, à chaque transition, il va y avoir une émission d'un photon. Et l'énergie du photon est la plus grande entre E3 et E1, ce qui lui correspond une longueur d'onde la plus petite. Alors, ça, en ce qui concerne l'émission et donc le spectre d'émission. Par contre, le spectre d'absorption, on avait vu que pour l'élément mercure, seules quelques radiations ont été absorbées et donc la lumière issue de ce gaz, elle s'est dispersée. On a vu la majorité, ou si ce n'est pas presque la totalité de la lumière a été reçue sur l'écran. Alors, à quelles conditions donc une radiation est absorbée? En fait, une radiation, donc ça représente pour nous un photon, et un photon va interagir avec l'atome de mercure. Si ce photon transporte une quantité d'énergie égale, par exemple ici, h fois nu0 étant la fréquence de ce photon, et donc sa longueur d'onde va être égale à lambda 0. Donc, s'il va avoir une énergie égale à h fois nu0, si cette énergie ne correspond pas exactement à l'une des transitions énergétiques d'un niveau inférieur vers un niveau supérieur, ce photon ne sera pas absorbé et on va le retrouver sur notre écran. Pareil ici, si un photon transporte une quantité d'énergie h nu2 exactement égale à cette transition énergétique de E1 vers E2, il sera à ce moment-là absorbé et l'atome à ce moment-là sera excité et à partir de là, il va réémettre de nouveau ce photon. Alors, mais ce qui est certain, c'est que notre photon incident va être absorbé. De la même manière, pour un photon d'énergie h nu3, si l'atome est dans son état fondamental, il va être absorbé, donc ce photon, et l'atome va passer du niveau E1 vers le niveau E3. Par contre, si on a un photon qui est très énergétique, par exemple, comme exactement le photon de fréquence nu1, celui-là. Alors, l'énergie de ce photon dépasse largement l'état ionisé, c'est-à-dire il a une énergie supérieure à l'énergie d'ionisation. Je rappelle ce qu'est l'énergie d'ionisation, c'est l'énergie minimale qu'il faut fournir à un atome pour lui arracher un électron. Celui-ci doit demeurer donc bien sûr au repos après être arraché. Alors si ce photon a une énergie supérieure à l'énergie d'ionisation, il sera dans tous les cas absorbé
par cet atome, ce qui va permettre l'ionisation de l'atome et l'expulsion d'un électron. Si ce photon a une énergie supérieure à cette énergie d'ionisation, l'excédent d'énergie va servir à l'électron pour être donc arraché, et donc il aura à ce moment-là une certaine énergie cinétique égale à 1/2 de m fois v au carré, m étant la masse de l'électron qui est éjecté, et v c'est sa vitesse. Ainsi donc, on peut, par des calculs simples, connaître l'énergie cinétique de l'électron qui est expulsé à partir de l'absorption de ce photon d'énergie h nu 1. Alors, pour conclure ici, on voit ici qu'avec la lumière qui s'est dispersée à travers un prisme, on a pu découvrir donc la structure discrète de l'atome avec le modèle de Bohr. On voit ici que les spectres lumineux donc, sont la signature énergétique des transitions électroniques, donc c'est-à-dire à chaque transition électronique de l'atome correspond une radiation lumineuse qui se trouve dans ce spectre d'émission ou dans ce spectre d'absorption. Et enfin, on voit ici que le modèle de Bohr, il a fait évoluer la physique et il a pu unifier à un moment donné le monde des ondes et le monde des particules, ce qui a apporté cet aspect donc de dualité onde-corpuscule à la lumière, c'est-à-dire que la lumière peut, dans certaines limites, se comporter comme une onde et effectuer des phénomènes de diffraction, de réflexion, ainsi de suite, et puis elle peut se comporter comme un corpuscule dans cette interaction entre photons et atomes ou bien photons et électrons. Alors, sur ce, donc, on vient de finir avec ce chapitre. Merci pour votre attention et puis bonne chance pour le baccalauréat et à très bientôt. Au revoir.